Madame, Monsieur, bonsoir. 24 heures après l'attentat de la place de l'Étoile à Paris, 9 personnes sont encore hospitalisées sur les 17 touchées par l'explosion de la bombe placée dans une poubelle au coin de l'avenue de Friedland et de l'avenue Hoche. En l'absence du juge Ricard, en charge du dossier de l'attentat du métro Saint-Michel, c'est le juge Laurence Levert qui s'est vu confier l'enquête ouverte par le parquet de Paris. La police judiciaire, toute la journée, a entendu des témoins et visionné des cassettes vidéo prises par les touristes. L'un de ces témoins a vu 2 hommes déposer un paquet qui pourrait être la bombe dans la poubelle peu de temps avant l'explosion. Enquête, Agnès Varamian et José Boulextex. Une poubelle du même type que celle dans laquelle était posée la bombe, un couvercle surtout du même diamètre, c'est ce qu'ont demandé les enquêteurs cet après-midi au service de la ville de Paris. Sans doute pour déterminer à l'aide du couvercle la taille de la bonbonne de gaz utilisée. Vérification au quai des Orfèvres, analyse en cours au laboratoire central. Ce matin, d'autres inspecteurs sont revenus sur place avec un des 2 seuls témoins qui affirme avoir vu les poseurs de bombes. Cette personne accepte de témoigner à visage découvert. Les policiers ont vérifié ce matin la vraisemblance de ces déclarations. Était-il en mesure de voir les visages des terroristes? Le chronométrage de son parcours en vélo est-il valable? Nous ne le savons pas ce soir. Arrivé de l'hôpital à 21 h hier à la police judiciaire, ce marchand de tableaux de profession aurait aidé les policiers à établir un portrait robot. Je les ai vus de près, je les ai vus comme je vous vois là, je suis passé avec mon vélo. Et j'ai vu mettre le paquet dans la poubelle. Qu'est-ce que, devant vous, les enquêteurs ont pu dresser un portrait robot? On l'a fait il y a 1 heure. Mais attention, les 2 témoins visuels de la scène se contredisent, notamment sur la nature des vêtements que portaient les 2 hommes. Et ce soir, les policiers lancent un appel à témoins. Cet après-midi, un des blessés, sorti de l'hôpital, est venu quai des Orfèvres, reprendre son véhicule, laissé près du kiosque et déplacé par la police. Mais hier, il tournait le dos aux poseurs de bombes. Je ne vois rien du tout. L'explosion, ça fait boum. Après avoir envoyé pour analyse tous les débris récoltés sur place, les enquêteurs ont visionné hier soir très minutieusement des bandes vidéo apportées par des touristes. Des films tournés un peu avant et un peu après l'attentat, mais qui selon la préfecture de police ne sont pas utilisables pour l'enquête. Le témoin à vélo affirme avoir noté 16 sur 20 le portrait robot qui leur a permis d'établir. Les policiers disposent donc peut-être d'un premier élément à transmettre au service de renseignement. La police donc lance ce soir un appel à témoins avec un numéro de téléphone, le 45 44 31 82, 45 44 31 82. Je vous le disais, 8 des 17 victimes de l'attentat ont déjà pu quitter les hôpitaux où elles avaient été admises. La plupart des blessés ne l'ont été heureusement que légèrement, même si la bombe était remplie de clous et de boulons. Anne Guéry et Mathieu Huchet. José Martin a eu de la chance et c'est ce qu'il dit inlassablement à sa famille. De la chance parce qu'hier il se trouvait là où la bombe a explosé, il n'a été que légèrement brûlé. Il y a eu un tel éclat que... C'est-à-dire qu'au moment où vous avez envie de vous enfuir. Mais j'avais quand même mal. J'avais mal parce que moi je pensais que j'ai brûlé. Derrière j'étais en train de brûler. Parce que ça a été tellement chaud, tellement la chaleur, que moi j'ai pensé que mes vêtements brûlaient. J'ai tout de suite pensé à la bombe de Saint-Michel. Tout de suite. Je pense que je suis peut-être moi et mes copains, un miraculé de la bombe parce qu'on pouvait être mort à ce moment-là. À l'hôpital Bichat, Bernard Concalves parle lui aussi de miracle. Blessé aux jambes, un pied brûlé, très vite il a été opéré et il n'y aura pas de lésion durable. Il fut ce qu'on appelle un blessé léger, un blessé qui n'oublie rien de la douleur. C'était vraiment terrible. Il y avait le bruit, puis la fumée, puis un peu de feu, j'ai pris un peu de feu. Je n'ai pas eu peur, j'ai eu mal par contre. J'ai souffert, ça faisait très mal. C'est vrai que j'y penserai. Ça restera toujours la tête. Cet après-midi, Bernard et les autres victimes ont reçu la visite des ministres du Transport et de la Santé, une visite pour dire qu'ils seront tous indemnisés sur le fonds de garantie pour les soins immédiats comme pour ceux à venir. Et pour Jean Tibéry, le maire de Paris, il ne faut pas tomber dans la psychose, comme le voudraient les terroristes. La mobilisation de la police, déjà très importante depuis le 25 juillet, aussi bien à Paris qu'en province, est encore renforcée. Dans Paris, 300 poubelles sur les 20 000 de la capitale ont été obturées ou enlevées. Celles du métro ont toutes été supprimées. Reportage dans Paris, Pascal Doucet-Bon, Jacques Gérard et Maryse Richard.
Une Mercedes grise à la plaque d'immatriculation en partie arrachée, il n'en fallait pas plus pour intriguer les policiers. Des témoins de l'attentat d'hier avaient en effet parlé d'une voiture comme celle-ci, présente peu avant l'explosion. Cette fois, il s'agit d'une fausse alerte. Il a fallu maltraiter la voiture pour vérifier qu'elle ne contenait rien de suspect. Voilà qui rappelle furieusement la période des attentats de 86. Dans la rue, les contrôles d'identité se font par sondage, une voiture sur 2 ou sur 3. Il faut s'y plier, même si ce n'est pas toujours une partie de plaisir. Madame a été verbalisée. Au lendemain d'un attentat, je trouve bizarre qu'on m'arrête, non pas pour surveiller si jamais j'ai une bombe dans ma voiture, on ne sait jamais, mais pour me mettre des contraventions parce que je n'ai pas mon attestation d'assurance. Le préfet de police de Paris, Philippe Massoni, a invité la presse cet après-midi à une visite du dispositif dans le quartier des Halles. Depuis hier soir, 1200 policiers de plus travaillent dans la capitale. Cela fait plus de 17 000 hommes en tout pour surveiller les lieux publics et les transports en commun. S'agit-il plus de rassurer la population que d'être réellement efficace dans une recherche et dans une prévention d'attentats? Il s'agit d'être efficace et de montrer à la population que la police, sous l'autorité du ministre de l'Intérieur, fait tout son devoir et fait tout ce qu'elle a à faire. C'est-à-dire contrôler jour et nuit jusqu'à nouvel ordre. Les syndicats de police, eux, sont tous plus ou moins sceptiques quant à l'efficacité de la méthode. On a rarement vu un terroriste se faire prendre dans un contrôle d'identité. Ça s'est même jamais vu, ça se saurait. Là encore, le débat est le même qu'en 86. À cette époque, les contrôles n'avaient effectivement pas fait avancer l'enquête. En revanche, les patrouilles avaient permis le désamorçage de 3 bombes. Le premier attentat à la station Saint-Michel n'avait pas vraiment créé de psychose dans Paris. Les touristes, pas plus que les Parisiens, n'avaient changé leurs habitudes, et ce, malgré la multiplication journalière de ces contrôles de police. Agnès Houchpan et Jean-Paul Miotto ont voulu savoir si ce deuxième attentat avait modifié les choses. Vous prenez ça, s'il vous plaît. Bonjour, avancez madame. Ouvrir, fermer, ouvrir encore. Impossible de faire ses courses à Paris aujourd'hui en échappant au contrôle de sécurité. Dans tous les lieux publics, les grands magasins, des fouilles, des rondes, des caméras et des effectifs renforcés de vigiles. Mais pour une fois, cela ne déplaît à personne. Exécution tout sourire, mais pas sans arrière-pensée. On m'a demandé d'ouvrir ma bagnole qui est pourtant pas volumineuse et je l'ai fait, ça me paraît performant. Vous êtes soumis sans râler au contrôle à l'entrée? Non, c'est normal, j'ai compris pourquoi. Ouais. Oh. Est-ce que vous hésitez avant de venir dans un grand magasin? Vous pensez que c'est dangereux? Non, on va entrer vite, on va partir vite et en espérant qu'il n'y a rien qui se passe. Les clients inquiets ne restent pas longtemps. D'autres ont préféré ne pas mettre aujourd'hui le nez dans les boutiques. Dans les magasins, difficile de dire si la clientèle a vraiment déserté. La baisse de fréquentation varie selon les lieux, les heures et surtout selon les points de vue. Visuellement et au niveau des chiffres d'affaires heure par heure, donc on peut dire que nous n'avons pas d'impact sur la clientèle. Et juste en face, chez Tati. Ça baisse, bien sûr. Je peux vous dire en moins de 30% ça baisse les chiffres à cause de ça. Et où sont-ils ceux qui ont fui les magasins? Sur les terrasses, loin des vigiles, un verre peut-être au café Le Départ. Le 15 juillet dernier, on accueillait ici les blessés de l'attentat Saint-Michel, 3 semaines déjà. Et à Paris, d'ailleurs, il y a une espèce d'incendie. Il y a quelque chose d'un peu... c'est une capitale, hein. Alors les gens oublient vite. Hein. Pas si sûr, un lendemain d'explosion place de l'Étoile. Paris y pense sans toujours le montrer. Et la vigilance est également accrue aux frontières. C'est le cas entre la France et la Belgique, considérée comme une plaque tournante des réseaux de soutien aux extrémistes islamistes. Ces derniers mois, l'un des dirigeants supposés du GIA a été arrêté en Belgique et des éléments retrouvés après l'assassinat de l'imam Sahraoui à Paris renvoyaient également vers la Belgique. Benoît Gadry. Des gendarmes à la frontière franco-belge, voilà qui est nouveau. Depuis la fin du mois de juillet, ils sont là en renfort pour effectuer des contrôles. D'autant que l'enquête menée dans le cadre de l'attentat du RER a conduit les policiers en Belgique où la bouteille de gaz ayant servi dans le métro aurait été achetée et où une dizaine d'activistes du GIA ont été interpellés en mars dernier. Vigilance donc à la frontière franco-belge où l'on contrôle avant tout les étrangers. Je ne sais pas, les attentats, je comprends rien là-dedans. Vous pensez que ça sert à quelque chose ce genre de contrôle? Bah ouais, c'est normal. L'État il contrôle, c'est normal. On est presque à la maison et pour moi ce n'est pas nécessaire. Non, je sais pas pourquoi. Dans le Nord, 150 gendarmes et CRS ont été mobilisés en renfort. Mais cette surveillance accrue a ses limites quand on sait qu'il existe 270 points de passage à la frontière. À chaque poste fixe sur l'autoroute, ils sont 4 gendarmes
pour contrôler un flot quotidien de plusieurs milliers de véhicules. Ces contrôles, si j'en juge par les résultats obtenus au cours des dernières semaines, ont une efficacité. C'est, d'une manière générale, plusieurs centaines d'étrangers en situation irrégulière qui ont été refoulés. Des clandestins sans rapport avec les affaires de terrorisme, ce qui n'empêche pas la police de multiplier les lieux de contrôle. Cet après-midi en gare de Lille, c'est un train en provenance d'Anvers qui retenait l'attention des forces de l'ordre. Et la question qui se pose maintenant est de savoir s'il y a un lien entre l'attentat d'hier et celui du 25 juillet au métro Saint-Michel. Sans être catégorique, Jean-Louis Debré, le ministre de l'Intérieur, qui était l'invité de notre journal à 13 h, admettait qu'il y avait un certain nombre d'éléments troublants. Il est trop tôt de dire s'il y a un lien entre cet attentat et celui du 25 juillet. C'est vrai qu'il y a un certain nombre d'éléments troublants, bonbonnes de gaz dans les deux cas, des explosifs qui pourraient être assez voisins, des lieux symboliques, des heures identiques, mais c'est à l'enquête judiciaire de dire si l'attentat du RER et l'attentat d'hier soir ont une même origine. L'hypothèse la plus souvent avancée est donc celle du GIA, le groupe islamique armé. On l'a cité, je vous le disais, après l'assassinat de l'imam Sahraoui le 10 juillet à Paris et après l'attentat de Saint-Michel le 25 juillet qui a fait 7 morts et 86 blessés. Aujourd'hui, les policiers privilégient à nouveau cette thèse islamiste. Les explications d'Hervé Brusini. Rassembler chaque indice, entendre chaque témoin pour savoir qui a posé la bombe. Policiers et hommes du renseignement privilégient actuellement une piste. L'intégrisme islamiste. Toute cette violence aurait pour origine les événements d'Algérie. De fait, le premier choc eut lieu le 26 décembre dernier. Détournement d'un Airbus français. Les 4 preneurs d'otages abattus par les gendarmes du groupe d'intervention. Et à Alger, on fait savoir que les martyrs seront vengés. 7 mois plus tard, le journal algérien La Tribune, souvent bien informé sur les activités des groupes armés, annonce l'arrivée en France d'un commando. Sa mission, assassiner des personnalités présentes sur notre territoire, exécuter une série d'attentats. Le meurtre du cher Sahraoui aura lieu 10 jours après. Cet homme modéré, cofondateur du FIS, figurait sur la liste des victimes potentielles. 2 semaines plus tard, Paris connaît sa première explosion à Saint-Michel, dans une station du RER. Nouveau signe d'une origine intégriste, un bulletin clandestin, El Ansar, distribué en Suède, évoque l'attentat dans une liste d'opérations conduites par les groupes islamistes. Est-ce une revendication? En tout cas une prise en compte. Hier, nouvelle explosion. Toujours à proximité du métro, dans un lieu célèbre et juste avant les journaux télévisés. Une nouvelle bombe qui rappelle dans sa fabrication celle du RER. Amorçage du détonateur par pile électrique. Bonbonne de gaz, un type d'engin souvent utilisé par la lutte armée islamique en Algérie. Un savoir-faire aussi, diffusé en France dans les banlieues par des cassettes vidéo. L'adversaire a d'ailleurs été largement visé par les autorités françaises. Rafle, arrestation, près de 160 extrémistes intégristes sous les verrous, d'importantes quantités d'armes saisies, voilà qui désigne les groupes armés et ajoute à leur colère. Mais de quel groupe exactement s'agit-il? Le GIA, ou plutôt sa nébuleuse? Des provocateurs proches des autorités algériennes? Des émules en France, ardents défenseurs de la cause islamiste? Si l'environnement des attentats semble établi, c'est à présent l'auteur qu'il faut identifier avec précision. Alors Gilles Kepel, bonsoir. Vous êtes l'un des meilleurs spécialistes des mouvements islamistes, que ce soit dans le monde ou bien en France. Quel pourrait être l'intérêt du GIA de s'en prendre ainsi aujourd'hui à la France? D'abord, il faut rappeler qu'il faut être très prudent. On ne sait toujours pas qui a fait ça.
Un faisceau de présomption indique plutôt qu'il y a des relations avec la situation en Algérie en général, plutôt qu'avec le GIA en particulier. Je m'explique. Les GIA, c'est une nébuleuse de groupes, d'émirs de quartier, qui ne sont pas un parti léniniste, si vous voulez. Ce sont des groupes dont certains sont infiltrés par divers services de renseignement, dont certains agissent de manière autonome. Donc on a aujourd'hui en Algérie quelque chose qui est en train de se passer très fort, qui est la reprise d'un processus de sortie de la guerre civile, avec d'un côté une volonté de l'opposition, la plateforme de Rome, et de l'autre côté une volonté du gouvernement algérien. Or, ce processus de sortie de la guerre laisse en dehors, quelle que soit la façon dont ça évolue, si vous voulez, laisse en dehors du coup les extrémistes des deux camps. D'un côté, les groupes extrémistes armés les plus radicaux, et de l'autre côté, des fractions des services secrets militaires qui, eux également, ne souhaitent pas que leur pouvoir soit modifié. Donc on a un peu là... C'est le contexte, mais pourquoi la France aussi dans l'histoire? Alors pourquoi la France? Parce que généralement, quand il y a des tensions très fortes en Algérie, une accélération du processus, eh bien, on a tendance à voir un débordement sur le territoire français de la violence. Parce qu'on veut donner des signes au gouvernement français. Les signes au gouvernement français, c'est du côté des islamistes les plus radicaux, le GIA, pas pour le FIS je pense, mais en tout cas pour le GIA, c'est cesser de soutenir le gouvernement algérien actuellement, il va tomber, il ne tient que parce que vous le soutenez, et il faut payer un prix pour votre soutien. Ça supposerait qu'il y ait des messages clairs qui aient été envoyés au gouvernement français, ou seules les explosions suffisent? Alors, apparemment, d'après ce qu'on sait, on a pour l'instant des explosions. Mais encore une fois, on est dans les hypothèses, là, on n'a pas la certitude. Parce que l'autre hypothèse qui est évoquée en ce moment beaucoup, c'est que parmi un certain nombre de dirigeants les plus durs du régime d'Alger, qui ne souhaitent absolument aucune modification du statu quo, eh bien, le fait qu'il y ait des attentats en France ou en Algérie, il y en a eu encore aujourd'hui des très violents, c'est quelque chose qui renforce les partisans de la manière forte et de l'absence totale de dialogue politique pour faire sortir l'Algérie de la crise. Alors on va continuer un petit peu dans un instant, mais d'abord Véronique Tavo, notre envoyée spéciale à Alger, a pu rencontrer Saïd Sadi, le président du Mouvement pour la République, mouvement d'opposition démocrate. Pour lui, ces attentats portent la marque du GIA. Le GIA aujourd'hui en Algérie joue de l'explosif et de l'éborgement. Voilà exactement à quoi est réduite son action. C'est l'action terroriste exclusivement, et de ce point de vue-là, c'est un repli. Les Algériens les ont dans un premier temps rejetés, et aujourd'hui, la structuration de plus en plus importante du mouvement de la résistance font qu'ils sont mis sur la défensive, et porter leurs actions à l'extérieur est une manière d'exister et de faire pression. Donc pour vous, il n'y a pas de doute, l'attentat de Paris, ce nouvel attentat, porte la marque du GIA? Je ne serai pas aussi formel, mais il y a toutes les raisons de penser que c'est le GIA, et il y a toutes les raisons de penser que ça risque de ne pas être le dernier attentat, malheureusement. Il faudrait que les Français s'apprêtent à considérer qu'il s'agit d'une internationale islamique qui a des objectifs bien précis, qui s'inscrit dans une espèce de revanche historique, de croisade à l'envers, si je puis dire, et que pour l'instant, le recours à la violence, même la plus insensée, risque malheureusement de faire partie des possibilités immédiates. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, le GIA pourrait utiliser la France, et Paris notamment, comme une base arrière? La France risque d'être ciblée pour une double raison. La première, c'est qu'on considère que c'est le pays qui entretient le plus de liens avec l'Algérie, et que perturber ces relations, ce serait une manière de faciliter l'isolement de l'Algérie. La deuxième, c'est qu'il ne faut pas oublier que dans les banlieues, le GIA recrute aussi, et que d'une manière ou d'une autre, la disponibilité humaine est plus facile en France qu'ailleurs. Alors Gilles Kepel, on sait que les élections présidentielles devraient avoir lieu le 16 novembre, la date vient d'être fixée, c'est une donnée aussi importante? Oui, puisqu'on est là dans une perspective qui fait qu'il y a une accélération du processus. Donc, les acteurs politiques algériens vont devoir se définir par rapport à ce jeu électoral. Est-ce qu'ils y participent? Est-ce qu'ils n'y participent pas? Ça peut entraîner des surenchères. Effectivement. Alors, on a des gens aujourd'hui à l'intérieur de la mouvance islamiste qui disent, bien, on ne va pas du tout y participer, mais on a également des informations selon lesquelles d'autres personnalités, soit de la mouvance islamiste plus modérée, disons, soit des gens qui font le lien entre eux, sont en contact régulier avec la présidence de la République. Une dernière petite chose, Anwar Radam, le représentant du FIS aux États-Unis, que Didier Epelbaum a pu joindre tout à l'heure à Chicago, dit que non seulement ils vont boycotter les élections à venir, mais qu'en plus le FIS a l'intention de tout faire pour empêcher qu'elles se déroulent. Alors, on est dans la dernière ligne droite du marchandage, si vous voulez. Je crois qu'il y a, même à l'intérieur même de la mouvance islamiste, tout le monde n'est pas sur cette position.
il y en a un certain nombre qui sont plus ouverts à un certain nombre de types de dialogue. Tout dépend en fait des candidats qui vont se déclarer. On est en pleine zone de turbulence. Voilà, si on a seulement le général Zeroual, il est clair que ces élections seront en termes de crédibilité internationale un coup pour rien. Si on en a d'autres, et des gens dont les islamistes pensent qu'ils peuvent éventuellement voter pour eux, le jeu sera plus ouvert. Merci beaucoup Gilles Kepel d'avoir répondu à une question ce soir. Et puis une dernière chose, vous y faisiez allusion tout à l'heure, le GIA a frappé au cœur de l'appareil d'État algérien hier. Une voiture piégée, peut-être même deux, ont explosé près d'Alger dans ce que l'on appelle le Club des Pins. C'est la plus importante résidence d'État. Elle abrite notamment les familles des ministres, des personnalités. C'est l'un des endroits en principe les mieux protégés d'Algérie. L'explosion aurait fait des blessés et peut-être un mort selon des informations non confirmées. Aux blessures physiques des victimes d'attentats s'ajoutent des traumatismes psychologiques importants. Des associations comme l'INAVEM ont depuis longtemps mis en place des structures de soutien aux victimes d'attentats. Emmanuel Rivalin et Pierre Scala. La permanence de l'Institut national d'aide aux victimes devait s'arrêter à la fin du mois d'août. Aujourd'hui, la cellule de l'INAVEM est réactivée. Un seul but ici, éviter la course de haies administratives, juridiques ou médicales pour les victimes. Une cinquantaine de personnes touchées par l'attentat du RER viennent toujours consulter une psychologue. Hier soir, plusieurs de ces victimes ont appelé, bouleversées par le nouvel attentat. Certaines d'entre elles que j'ai en suivi ont téléphoné hier soir parce qu'elles étaient complètement paniquées. Il y en a une d'entre elles d'ailleurs qui était dans une cabine téléphonique et qui ne voulait plus rentrer chez elle. Elle était complètement paniquée, elle avait peur, elle pleurait. Parler, exorciser, moins d'un mois après l'attentat de Saint-Michel. Alain était hier chez la psychologue au moment du nouvel attentat. Elle m'a demandé, est-ce qu'il y a des images qui te reviennent la nuit ou des cauchemars ou n'importe. Moi qui n'ai jamais pris de somnifères, je marche à Limovane à 2 cachets et ça me dure entre 10h du soir et 4h du matin. Édouard a 12 ans. Hier soir, il était à 50 mètres de l'explosion. Lui aussi a besoin de parler. Accompagné de sa mère, il était le premier à venir en fin d'après-midi. Tu sais ce que tu viens faire ici? Bah oui, je viens parler à une personne pour qu'elle m'aide parce que ça m'a beaucoup choqué. Alors, pour m'aider comme ça me gênerait beaucoup moins. Et... Bah, hier soir, quand j'en ai entendu parler, j'ai pas pu me retenir, j'ai pleuré tellement j'avais peur, quoi. Demain, des interprètes viendront répondre aux demandes des victimes étrangères. Mais les responsables sur place estiment que 70% de leur travail concerne toujours les suites de l'attentat du RER Saint-Michel. Et pour ce qui est de la constitution du dossier... En marge de ces attentats, un homme a été arrêté à Montpellier. Il s'était amusé à déclencher une fausse alerte à la bombe dans la gare de Montpellier. Ce genre d'affaires se multiplie, mais les arrestations et les condamnations sont sévères. Françoise Vallet et Jacques Garniche. Les pompiers, je vous écoute. Il y a le feu à côté de la Vénus Marie-Blanche. Votre numéro de téléphone? 55. Oui. 28. Oui. 87. Oui. 00. Pourquoi tu me donnes un faux numéro de téléphone? 122, 124. Allô? Une fausse alerte au feu, facile à repérer. Mais avec 3000 appels par jour, les canulars restent la hantise des secours qui détournent parfois inutilement des moyens nécessaires ailleurs. Heureusement, depuis un an, les pompiers sont équipés d'un système d'identification de l'appelant. Que ce soit un téléphone particulier, même sur liste rouge, une cabine ou radiotéléphone, le numéro s'affiche automatiquement sur l'écran, ainsi que le central auquel il est relié. Ce dispositif a permis de décourager bon nombre de mauvais plaisantins. Il faut quand même savoir que ceux qui veulent détourner le service public s'exposent à des peines très graves. La dernière condamnation que nous avons obtenue est une condamnation à une forte amende et un emprisonnement avec sursis. Et encore, le juge, dans sa grande bonté, n'a pas condamné à prison ferme parce que l'auteur était un malade. Outre son rôle répressif, le système permet aussi de sauver des vies en localisant un correspondant victime d'un malaise, par exemple. Les pompiers, je vous écoute. Alain Juppé, le Premier ministre, est arrivé comme prévu en fin de matinée au fort de Brégançon. Il y a rejoint Jacques Chirac pour un week-end de travail. Monsieur Juppé n'a fait aucune déclaration à son arrivée dans le Var. Le Président et le Premier ministre doivent faire un tour d'horizon complet à la veille de la rentrée. Ils évoqueront bien sûr sans doute l'attentat d'hier soir. Jean-Michel Boucheron, l'ancien maire socialiste d'Angoulême, est en prison à Buenos Aires. Il a été arrêté par des policiers d'Interpol, condamné par défaut en France à 4 ans de prison et 1 million de francs d'amende. Son extradition dépend maintenant du bon vouloir des autorités d'Argentine. Il n'y a pas de convention d'extradition entre Paris et Buenos Aires. Javi Timbert.
À coups d'impôts locaux, ils payent encore les errances de leur ancien maire. Les habitants d'Angoulême accueillent la nouvelle avec détachement. La ville est endettée, les impôts sont pas mal. Ce qu'il a payé, c'est des tournements de fonds, comme ça, c'était pas tellement honnête. Et oh, laissez-le où il est bien. 8 ans se seront écoulés entre les premières plaintes engagées contre Jean-Michel Boucheron et son arrestation hier en Argentine. Pour lui, l'heure des comptes a sonné. Des comptes dans le rouge. Ceux de la ville qu'il a dirigée pendant 12 ans jusqu'en 89. Un trou de 164 millions laissé en héritage. Pas moins de 15 procédures visent l'ancien maire. Escroquerie, détournement de fonds, abus de biens sociaux, corruption. Pour la justice, non content d'avoir ruiné les finances de sa commune, Jean-Michel Boucheron s'est enrichi personnellement au moins 700 000 francs via des pots de vin versés en échange de l'attribution de marchés publics. Un système mis au jour grâce à la ténacité d'un simple citoyen d'Angoulême, auteur des premières plaintes contre l'ancien maire et qui aujourd'hui affiche sa satisfaction. Je savais depuis un certain nombre de mois que certains services s'activaient fermement à le faire revenir, comme l'a été d'ailleurs M. Médecin, afin que M. Boucheron puisse être traduit devant une juridiction française et puisse répondre de ses actes, comme tous les citoyens de ce pays. Depuis que l'Assemblée a levé son immunité parlementaire, Jean-Michel Boucheron est en effet un justiciable ordinaire, condamné d'ailleurs par le tribunal de Paris à 4 ans de prison ferme et 1 million de francs d'amende. Mais condamné par défaut, car l'ancien maire a choisi l'exil, l'Argentine où il a ouvert un restaurant, Buenos Aires, où les policiers l'ont finalement cueilli hier en douceur. Aucune convention n'existe avec l'Argentine. On imagine pourtant que la justice française va tout faire pour obtenir au plus vite l'extradition de Jean-Michel Boucheron. Et à La Rochelle, une enquête administrative a été ouverte après la plainte d'un automobiliste arrêté par la police en état d'ivresse. Il dit avoir été frappé au commissariat de Royan. Le travail de médecins suisses, français et australiens sur le virus HIV risque d'avoir d'énormes conséquences sur le traitement du sida. Ils ont réussi en quelque sorte à assommer le virus dans les premières semaines de la contamination, avant même que ne se déclare la séropositivité. Enquête à Genève, Jean-Daniel Flézaquier et Christian Leroux. Pierre vit depuis 10 ans avec le virus du sida et depuis 3 ans il est sous traitement, notamment avec de l'AZT. Il supporte bien ce traitement, mais pour nombre de patients la situation est beaucoup plus difficile. Alors les médecins essaient de trouver d'autres solutions, comme par exemple débuter très tôt les traitements dans les premiers jours qui suivent la contamination avant même l'apparition de la séropositivité. C'est ce que vient de faire une équipe internationale de médecins coordonnée par des chercheurs de l'hôpital universitaire de Genève. Ils ont suivi près de 80 patients, divisés en 2 groupes. Un groupe recevait de l'AZT, l'autre un placebo. Pour reconnaître les patients récemment contaminés, ils se sont basés sur certaines manifestations typiques de l'infection par le virus du sida. Une forte angine, avec des aftes et des ganglions, une fièvre élevée et également des taches rouges sur la peau. Au bout de 15 mois, il y a eu 8 infections graves chez les patients non traités et 1 cas seulement parmi les patients qui recevaient de l'AZT. On assomme le virus à l'époque où il est encore relativement homogène, parce qu'on ne devrait jamais parler du virus du sida, on devrait parler des virus du sida. On peut penser par exemple que les gens qui ont un sida, ils ont des milliards de virus différents, donc capables de se différencier, d'aller dans différents tissus, de résister plus facilement aux médicaments, alors que l'avantage de traiter les gens au moment de la séroconversion provient du fait que le virus à ce moment-là est homogène. Mais pour débuter le traitement précocement, il faut que les patients potentiellement concernés acceptent de faire les examens sanguins nécessaires. Il suffit qu'on prenne pour cela du temps, pour leur expliquer les choses, qu'on soit présent également, parce que c'est un test qui s'accompagne évidemment d'une très grande anxiété, qu'on soit disponible, mais dans mon expérience, cela ne m'a jamais été refusé. Dans les mois qui viennent, d'autres études vont être publiées qui confirment l'intérêt de ce traitement précoce. Et toujours en médecine, des chercheurs américains ont découvert un 3e gène à l'origine de la maladie d'Alzheimer, une découverte qui ouvre là aussi des perspectives très importantes pour venir à bout de cette maladie qui touche le cerveau. De violents orages se sont abattus dans la région de Marrakech, provoquant des crues très brutales et des inondations. On dénombre pour l'instant 81 morts. Et puis en Bosnie, l'ONU a annoncé son retrait pour la mi-septembre des casques bleus de Goražde. La dernière enclave musulmane ne serait plus alors placée que sous la protection aérienne de l'OTAN. C'est une brigade de gendarmerie pas tout à fait comme les autres. Elle se niche à Monistrol d'Allier, au cœur des gorges de l'Allier. Et les gendarmes ont pour mission de surveiller le canyon. David Calvet et Jean-Claude Elfassi. Du soleil, de l'eau et des sensations. Un petit air de vacances qui n'en est pas un. Les gendarmes de Monistrol d'Allier sont au travail.
Depuis 5 ans, ils utilisent le raft, seule façon pour eux d'effectuer leur mission de surveillance sur l'Allier. Leur tâche, lutter contre le camping sauvage, prévenir les incendies, mais surtout intervenir auprès des vacanciers de plus en plus nombreux à s'adonner au sport d'eau vive et pas toujours respectueux des consignes de sécurité. Il s'agit des interventions au profit de particuliers qui s'embarquent sur des bateaux un petit peu de fortune, qui ne méconnaissent les dangers de la rivière ou qui se retrouvent bloqués sur des rochers ou alors qui se retrouvent avec l'embarcation qui a volé en éclats. Donc à ce moment-là, on intervient et on les ramène jusqu'à Prades qui se trouve à 1 heure plus bas avec le raft. En plein développement dans les gorges de l'Allier, le rafting est un vrai succès populaire. Un sport réglementé, les horaires de mise à l'eau sont stricts, le port d'un casque et d'un gilet de sauvetage est obligatoire. Les gendarmes travaillent en association avec les moniteurs de la région pour le faire respecter. C'est utile, ouais. Parce qu'il y a des gens, des fois qui descendent, qui connaissent pas forcément la rivière, qui sont pas forcément bien équipés. Donc c'est bien qu'ils soient là pour faire respecter un peu toutes ces consignes. Et les gendarmes de Monistrol sont d'autant plus respectés qu'ils sont des sportifs à part entière, spécialement formés pour la brigade. Leur travail n'est pas de tout repos, physique les gendarmes. Sur les eaux de l'Allier, ça n'est pas comme sur les routes. La peur du gendarme, ça n'existe pas. Ici, c'est le gendarme qui rassure. C'est une grande dame de l'alpinisme mondial, Alison Hargreaves, a disparu dans l'Himalaya. La Britannique tentait d'escalader le K2, le 2e sommet de l'Himalaya, quand elle a donc disparu. Le cru touristique cette année s'annonce comparable à celui de l'année passée, avec quelques variantes. La mode du tourisme vert au détriment de la Côte d'Azur, par exemple, dont la fréquentation est en chute de 3,5%. Un peu moins d'étrangers aussi pour cause de monnaie plus faible, et puis des vacances un peu plus courtes pour les Français pour cause de budget plus faible. Nicolas Vinclair et Céline Remlinger. À votre avis, sur 100 Français, combien partent en vacances chaque année ? Vous avez encore 5 secondes, mais il n'y a aucun séjour de rêve à gagner. Eh bien, 69% des Français prennent la route des vacances. Cette année, la boutique ne tourne pas trop mal. La saison 95 ressemblera dans son ensemble à 94. Les professionnels estimaient que c'était un cru correct. Une inquiétude en revanche, elle vient de nos amis... de nos amis étrangers. De nombreuses régions signalent un déficit par rapport à 94. Quant aux Français, près d'1 sur 3 les passe, devinez où? À la ville. Oui, à la ville, où le tourisme culturel est en plein essor. 1 sur 4 les passe à la mer, mais la plupart vont... À la campagne. Oui, les gîtes ruraux tournent mieux que jamais, c'est pas cher et c'est authentique. Maintenant, où vont les vacanciers et les touristes? Numéro 1, Notre-Dame de Paris avec 12 millions de visiteurs. Beau second, Euro Disney qui remonte la pente et affiche 11 millions de clients. La Tour Eiffel arrive en 10e position avec plus de 5 millions d'entrées. C'est moins que le Mont-Saint-Michel. Ici, dans une interprétation, vous allez voir un petit peu minimaliste, mais bon, les châteaux de sable, c'est tout un métier. Une fois en vacances, un Français sur 4 fait du jardinage, du bricolage ou du shopping. La marche à pied fait de plus en plus d'adeptes. 15% des Français font des randonnées. Mais l'immense majorité se contente d'avoir les doigts de pied en éventail. Ils avouent ne rien faire et sirotent leur bonheur. Tout simplement. La feria de Dax s'est terminée hier. Parmi les invités de marque, un cheval. Il est espagnol, porte le nom d'un torero et la légende veut qu'il torerait seul ou presque. Anne Poncinet et Éric Mézy. Il s'appelle Cagancho, robe noire et crinière décorée de blanc. C'est le cheval préféré de son propriétaire, le torero Mendoza. La rumeur dit même qu'on lui en a proposé des millions de francs et qu'il a refusé de le vendre, car Cagancho est une star. Je pense qu'il a les qualités fondamentales d'un cheval de corrida, du cœur et de la sensibilité face au taureau. Tous les deux, nous sommes très proches, notre relation est très intime. On passe notre vie ensemble, je travaille avec lui tous les jours pour arriver à cette complicité à 100%. Vous savez, le don de la corrida, le cheval l'a en lui. Et c'est au cavalier d'arriver à lui faire exprimer ce don. Moi, quand j'ai acheté Cagancho,
il venait d'une très bonne dynastie de chevaux, mais il n'était pas très cher et au début, je l'ai acheté parce que je n'avais pas beaucoup d'argent. Et ce n'est que lors de la deuxième saison de corrida qu'il s'est avéré être un très grand cheval. Ce jour-là, le premier taureau n'était pas tout à fait à la hauteur de Cagancho, mais le cheval a fait le spectacle quand même, avec son art particulier de l'esquive. Attirer le taureau, lui faire croire qu'il va pouvoir toucher, puis au dernier moment, accélérer. Cagancho est tellement fort, disent les connaisseurs, qu'il pourrait peut-être toréer seul, sans cavalier. En tennis, la Française Marie Pierce, tête de série numéro 5, a été éliminée à Toronto en quart de finale de l'Open féminin de tennis du Canada par la Sud-Africaine Amanda Coetzer. Le score 6-4, 5-7 et 6-0. Élimination donc de Marie Pierce. La première sortie de Mike Tyson en culotte courte s'est faite à Las Vegas. Il s'est présenté gentiment à la pesée où il affiche 99 kilos avant son combat contre Peter McNeely, un tocard selon la presse américaine et qui lui plafonne à 100 kilos et 80 grammes. Ce sera le premier combat de Mike Tyson depuis sa sortie de prison, histoire de se remettre en forme et surtout d'encaisser beaucoup d'argent. Les Rolling Stones ont craqué, ils ont accepté que leur chanson Start Me Up serve de support à une campagne publicitaire. Il faut dire qu'il s'agit du lancement de Windows 95 par Microsoft et que le contrat est colossal. Eric Vastio. Start Me Up, le titre mythique des Rolling Stones, a désormais un prix, 60 millions de francs. L'acheteur, c'est lui, Bill Gates, l'homme le plus riche du monde, le patron de Microsoft, le roi de l'informatique. Cet Américain compte 100 millions de clients à travers le monde. Start Me Up va illustrer la campagne de publicité du nouveau système d'exploitation de Microsoft, Windows 95. Basé sur 3 accords, Start Me Up est le seul tube des Stones de l'envergure de Satisfaction. Pendant 15 ans et jusqu'à leur dernière tournée, les papis du rock ont commencé tous leurs concerts par ce titre. Il sera désormais indissociable de Windows 95, Start égale allumer votre ordinateur. C'est un événement en soi. Jusqu'à présent, les Stones avaient toujours refusé d'identifier leur musique à un produit quelconque. Les fans sont déçus, ce n'est pas très rock comme attitude. Le fan des Stones qui a grandi en écoutant des chansons où Mick Jagger se moquait de la pub et des gens à la télévision, il disait dans Satisfaction, c'est pas des hommes comme vous et moi, on fume pas les mêmes cigarettes, il se moquait d'eux, aujourd'hui il vend ça, donc le fan est consterné. 4 ans de problèmes judiciaires aux États-Unis ont déjà fait couler beaucoup d'encre autour de Windows 95. Une semaine avant son lancement, l'opération publicitaire semble réussie. On en parle, donc c'est gagné. Les frasques des Rolling Stones ne sont plus ce qu'elles étaient. Avec le temps, le business a pris le dessus. C'est vrai que le scandale, ça rapporte. On croyait tout connaître de Marilyn, on vient de retrouver un disque inédit dans un grenier. Il daterait de 1948, à l'époque où la petite Monroe n'était pas encore la grande Marilyn. Et ce disque, en tout cas, sera mis aux enchères chez Sotheby's à Londres le 13 septembre. Jérôme Korkikian. Le disque gisait au milieu d'une pile de vieux enregistrements, oubliés depuis 30 ans. Et puis un jour, quelqu'un a fait le ménage, un vieux 78 tours est sorti de la poussière. La voix de Marilyn, gravée en 1948, a surgi du passé. How wrong can I be if my heart says to me, love like ours never dies? How wrong can I be? Le disque est unique, l'enregistrement inconnu. Il n'a pas fallu 7 ans de réflexion au propriétaire pour se dire qu'il avait mis la main sur une grosse galette. Une vente aux enchères est prévue à Londres le 13 septembre. Elle devrait facilement atteindre les 100 000 francs. Quelle preuve avez-vous que c'est bien Marilyn qui chante? On ne peut pas être sûr à 100%, mais il n'y a aucun doute que l'enregistrement date de cette époque. Marilyn n'était pas célèbre et je ne vois pas pourquoi quelqu'un aurait imité une inconnue. En 1948, Marilyn n'était qu'une simple figurante. En quelques années, elle allait devenir un mythe, un film moins tarissable aussi pour les marchands. La vente aux enchères de septembre va le raviver un peu plus, mais il paraît que certains l'aiment chaud. Pareil, oui.
C'est la fin de cette édition. Tout de suite, la météo de Sophie Davant qui nous annonce un week-end chaud. Le point route de Valérie Maurice pour les retours de vacances. À 20h50, toujours Sophie Davant, mais cette fois dans le Trophée Campus. Le dernier journal, ce sera Florence Daucher, bien sûr, vers minuit 35. À 13h demain, vous retrouverez Christian-Marie Monod. Et moi, je vous retrouverai bien sûr, comme d'habitude, aux alentours de 20h. Bonne soirée sur France 2.